D'après le temps que vous avez passé avec elle, était-ce Maggie Murdock était-elle anxieuse à propos de quelque chose? Elle était préoccupée par le montant d'argent qu'il demandait dans ce procès. Vous avez vu Blanca Simpson à la barre lors du procès pour double meurtre d'Alec Murdoch. Maintenant, elle est ici avec moi. Elle raconte tout. Trop de fausses informations circulaient sur Maggie et son identité. Elle a aussi les dernières infos sur le chien de Maggie, Bubba, qui a bouleversé le procès et détruit l'alibi d'Alec Murdoch. Je suis Angenette Lévy et voici Crime Fix. Alec Murdoch purge 2 peines à perpétuité dans une prison de Caroline du Sud pour les meurtres de sa femme Maggie et de son fils Paul. Maggie et Paul ont été abattus le 7 juin 2021 sur la propriété de chasse familiale de Moselle, dans le comté de Colton, en Caroline du Sud. Lors de son procès, qui a été en quelque sorte le procès du siècle là-bas en Caroline du Sud, Alec a insisté sur le fait qu'il n'avait pas tué Maggie et Paul. Le 7 juin 2021, avez-vous pris cette arme ou une arme similaire et tiré sur votre fils Paul dans la poitrine dans la salle d'alimentation de votre propriété sur Moselle Road? Non, je ne l'ai pas fait. Monsieur Murdoch, avez-vous pris cette arme ou une arme similaire et explosé la cervelle de votre fils le 7 juin ou à n'importe quelle date ou à n'importe quel moment? Non, je ne l'ai pas fait. Monsieur Murdoch, avez-vous pris un fusil 300 Blackout comme celui-ci et tiré sur votre femme Maggie dans la jambe, le torse ou n'importe quelle partie de son corps? Non, je ne l'ai pas fait. Avez-vous tiré avec un fusil 300 Blackout dans sa tête, causant sa mort? Monsieur Green, je n'ai jamais tiré sur ma femme ni sur mon fils, à aucun moment. À ce jour, Alec Murdoch affirme n'avoir aucun lien avec les meurtres de Maggie et Paul et fait appel de sa condamnation devant la Cour suprême de Caroline du Sud. Un élément de preuve pendant le procès d'Alec semblait totalement détruire son histoire. Vous vous souvenez? Il a dit qu'il n'était pas au chenil au début avec Paul et Maggie cette nuit-là. Mais une vidéo retrouvée plus tard sur le portable de Paul, après son déverrouillage par les services secrets, a bouleversé l'histoire d'Alex. Recule, recule. Vite, devine. Et il a des burgers maintenant? Hey, Bubba. This is a chicken. Come here, Cash. Arrête. Alec Murdoch criait sur Bubba au chenil peu avant que les détectives n'affirment que Paul et Maggie ont été tués. Bubba était le chien préféré de Maggie Murdoch. Il vit désormais chez son amie et ex-gouvernante, Blanca Simpson. Nous en reparlerons plus tard. Vous ne voudrez pas manquer ça. Vous avez vu Blanca Simpson témoigner lors du procès. Vous avez aussi, je crois, participé à plusieurs discussions avec Swad et d'autres personnes ont décrit, je crois que les mots étaient Maggie était tout pour lui. N'est-ce pas ce que tu as dit à Swade? Oui, monsieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Maggie était tout pour lui. Il l'adorait. Il aimait elle, il l'adorait. Il la vénérait, je veux dire. Il la traitait vraiment comme quelqu'un qu'il adorait, n'est-ce pas? Exactement. Avez-vous déjà vu qu'ils se disputaient? Je ne les ai jamais vus se disputer, seulement de petits désaccords liés aux travaux de rénovation. Blanca a en fait Bubba depuis que Maggie et Paul ont été assassinés et elle va tout nous raconter sur comment va Bubba. Alors, restez avec nous pour cela. Blanca a maintenant écrit un livre sur son amie Maggie Murdoch, sur leur proximité et sur la belle personne qu'elle était. Donc, je voudrais inviter Blanca Simpson. Elle est l'autrice Dans la maison des Murdoch. Elle était la gouvernante, mais aussi une amie de Maggie Murdoch.
Donc, Blanca, merci beaucoup de me rejoindre. Je vous en suis vraiment reconnaissante. Le livre est magnifiquement écrit. Et je voudrais vous demander tout d'abord, pourquoi avez-vous décidé d'écrire ce livre? Parce qu'il y avait trop de choses qui circulaient et qui étaient nos fausses à propos de Maggie et de qui elle était. Beaucoup de diabolisation entourait cela. Juste. Je n'aimais tout simplement pas la façon dont elle était personnifiée. En public, vous savez, quand ce n'était pas vraiment la Maggie que je connaissais, la Maggie, vous savez qui elle était? Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, vous savez, j'ai décidé d'en parler. Quelles étaient les choses qui circulaient et que vous pensiez devoir clarifier, les choses qui n'étaient pas vraies et qui circulaient à propos de Maggie? Eh bien, tout d'abord, cette histoire de femme portant de la fourrure, vous savez, cette mondaine hautaine, vous voyez, et tout ce qu'on disait à ce sujet, qu'elle faisait tout faire par ses domestiques, vous voyez. Et tous ces commentaires qui circulaient pour la faire passer pour l'une de ces femmes de la haute société, hautaine, qui n'avait qu'elle ne se souciait vraiment de personne d'autre qu'elle-même. Et c'était tout. C'était faux. Et je n'aimais pas du tout ça. Et je pense qu'une partie pourrait être considérée. Vous savez, la jalousie, les gens envieux. Et on peut, en quelque sorte, on peut le deviner. Et certains, c'était juste de la méchanceté pure venant de personnes qui ne la connaissaient même pas vraiment. Juste à cause de ce qu'ils entendaient à son sujet. J'ai pensé simplement raconter quelques histoires. Tu sais qui elle était à huis clos, comment, tu sais, les trucs dans lesquels on s'est embarqué, ce genre de choses, pour que les gens puissent voir, tu sais, qui elle était vraiment. Vous aviez une amitié unique, je veux dire, parce que tu avais travaillé au cabinet d'avocats pour Alec et sa famille. Mais ensuite, et tu avais fait du travail là-bas. Mais ensuite, tu sais, ils t'ont fait venir pour travailler à la maison, mais vous êtes devenus amis. Je veux dire, tu as parlé de ça quand tu as témoigné au procès. Oui, je l'ai fait. Et tu en parles dans le livre. Et ta co-auteure, Marie Weaver a fait un excellent travail, Mary Frances Weaver, avec toi pour raconter cette histoire. J'adore comment le livre commence. Et tu parles du rêve et de la façon dont tu as fait ce rêve. Elle est venue te voir, Maggie est venue te voir dans un rêve et t'as essentiellement dit « Prends soin de ça » et elle voulait que tu racontes son histoire. Parle-moi un peu de ça parce que ça a l'air d'avoir été très vivant. Avant le rêve, quand sa mère m'avait contacté, nous avions un peu parlé de cela. Elle avait reçu la nouvelle. C'était juste après la fusillade sur le bord de la route. J'ai vu sa mère et on lui a annoncé ce qui s'était passé. Et ils étaient rassemblés chez Moselle. C'est la dernière fois, tu sais, que je suis allée chez Moselle. Et je me souviens qu'on parlait et Mademoiselle Kennedy a dit « Blanca, je te fais confiance pour ça. » Et je lui ai dit, je la sens autour de moi tout le temps. Je veux encore l'appeler et lui parler. Et elle dit « Je sais. » Elle a dit « Moi aussi, je veux faire la même chose. » Et puis, à propos, je ne sais pas, peut-être environ une semaine plus tard, c'était un peu étrange. Je ressens une présence, difficile à expliquer, mais je la sens simplement. J'étais vraiment émotive et je me souviens que je ne me sentais pas bien, alors je me suis allongée et mon mari a dit que je me suis endormie. Et plus tard dans la soirée, peut-être vers 2 heures du matin, entre 2 et 3 heures du matin, je me souviens, il a commencé, vous savez, à essayer de me réveiller parce que c'est devenu émotionnel. C'est arrivé à un point où c'était émotionnel. Et c'était, vous savez, il m'a réveillée, il était inquiet. Donc, quand je me suis réveillée, j'ai dit que ça semblait réel. C'était tellement réel, j'avais vraiment l'impression d'avoir eu une conversation en tête à tête avec elle. C'était toujours sa personnalité, tu sais, mais c'était quand même ça.
Je ne sais pas. C'était comme si j'en étais consciente, mais je ne voulais pas croire, tu sais, qu'elle n'était plus là. Tu sais, même si on parlait dans le rêve, c'était un peu une sensation étrange. Je lui parlais, je lui demandais, comment tu vas? Comment tu te sens? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Juste, tu sais, différentes questions. Mais c'est comme si, dans mon subconscient, je savais qu'elle n'était pas réelle, mais pourtant ça semblait réel. Ça me semblait réel. Et j'ai ressenti peut-être, je ne sais pas, ça m'a apporté une certaine paix. Ça m'a apporté beaucoup de paix. Et c'était, tu sais, c'était aussi un peu triste. Oui, je peux seulement imaginer que c'était ça. Ça t'a apporté la paix, mais t'a rendu triste en même temps, tu sais, parce qu'elle est partie. Ouais. À ce moment-là, Paul est parti. Tu parles aussi, tu sais, tu as parlé de Paul et tu sais, Paul a vraiment été touché. Tu sais, les gens parlent très mal de Paul Murdoch. Tu sais qu'il était, tu sais, le bateau, l'accident de bateau avec Mallory Beach. Je veux dire, c'était horrible, une tragédie, tu sais. Ses amis aimaient évidemment Paul très profondément. Parle-moi du Paul Murdoch que tu connaissais. Louis, il me faisait des blagues tout le temps, depuis qu'il était petit. Il avait l'habitude de, soit, tu sais, de passer à côté de moi, prendre des affaires et les cacher. Et euh, Paul était. Paul était juste un enfant dans l'âme. Il adorait être dehors. Il aimait se salir. Il aimait monter sur les machines. Lui, je veux dire. Et chaque fois qu'il franchissait la porte, tu sais, son attitude, c'était quoi de neuf, Madame B? Comment va la famille, tu vois? Il me demandait personnellement, tu sais, il me demandait le nom de chacun de mes enfants, comment ils allaient. Et Big Mike alors, il appelait mon mari ainsi. Il disait, que fait Monsieur Big Mike? Il lui demandait, qu'as-tu fait ce week-end? Ou l'écoutait raconter ce qu'il voulait. Je n'ai jamais vu cet autre côté de lui, jamais. Il a toujours été très respectueux, très attentionné, et ça, c'était une autre facette. Ça, c'est un aspect que les gens ne connaissent pas, ça. Si tu lui demandais de l'aide, il t'aiderait, il te donnerait. Comme l'a dit Anthony Cook dans une de ses interviews, il te donnerait sa chemise, il t'aiderait. Je veux dire, c'était juste, c'était un bon garçon avec un manque de jugement. Ce jour-là, et malheureusement, vous savez, ça a eu des conséquences. Mais il avait des problèmes. Tu sais, il avait des problèmes, mais il était déprimé et il avait des problèmes de santé. Mais Paul avait cette curiosité d'enfant, il essayait des choses. Si ça ne marchait pas, si ça ne se passait pas bien, il adorait le jardinage depuis qu'il était tout petit. Il cultivait un jardin et offrait ce qu'il faisait pousser. Il était juste toujours curieux, mais il avait aussi cette personnalité de farceur, surtout avec moi, et je veux me souvenir de lui comme ça. Je ne veux pas me souvenir plus jamais. Je pense que je pense que la façon dont il a été présenté dans les médias ne lui a pas rendu justice, ne reflète pas qui il était vraiment. Il avait peut-être ce côté-là. Moi, je ne l'ai pas vu. Et je ne suis pas en train de dire, vous savez, il mente à son sujet. Parce que je n'étais pas là, vous savez, à certains moments. Mais d'après ce que je sais, quand j'y suis allée, vous savez, quand j'ai travaillé là-bas, quand il était petit, c'était juste un petit garçon curieux. Il touchait à tout, toujours. Il cherchait juste à comprendre. Il était très curieux. Il le ferait. Il me faisait parfois peur parce qu'il était comme un petit casse-cou. Il grimpait par la fenêtre de la salle de jeu. Quand ils habitaient dans la rue Holly et il sautait dans la piscine. Et je veux dire, il sautait sur la moto et faisait juste le tour. Et moi, j'étais plutôt prudente, tu sais, mais c'était juste sa personnalité. C'était un vrai casse-cou. Il était curieux. Il était toujours en train de toucher à tout, de s'intéresser à tout.
Mais c'était par curiosité, pas par malice, je dirais. J'ai de très bons souvenirs de lui. Je veux y retourner. À juin 2021. Tu comprends le mot que Paul et Maggie ont été assassinés. Je veux dire, je ne peux même pas imaginer. Je veux dire, tu as préparé le dîner pour eux, tu es parti après le dîner, et puis quelques heures plus tard, ils sont retrouvés morts par balle. Quelles étaient vos... Parlez-moi de votre réaction et expliquez-moi comment cela s'est passé. J'imagine que vous étiez tout simplement stupéfaite, que vous n'y croyiez pas. Au début, Ce matin-là, le téléphone a sonné et je me suis demandé pourquoi Alex m'appelle-t-elle. J'ai répondu, ça pourrait être Maggie, parce que quand la batterie de son téléphone était faible, elle m'appelait depuis le téléphone d'Alex. Alors j'ai décroché, et dès que j'ai décroché, dès que j'ai pris l'appel, j'ai entendu sa voix, il a dit « B, ils sont partis, B, ils sont partis ». Et il pleurait, c'était un cri aigu, il avait du mal à reprendre son souffle. J'ai dit « De quoi tu parles? Ils sont partis, B ». Ma réaction a été « Est-ce qu'ils sont retournés à Edisto ?» Je n'ai même pas compris ce qu'il essayait de me dire. Je pouvais pas, je savais pas, je ne savais pas. Même s'il pleurait, je me suis dit qu'il était peut-être contrarié parce qu'ils sont retournés à Edistove ou autre chose. Je n'aurais jamais imaginé ce qui allait suivre quand il a dit « Non, B, ils sont morts », mais il ne m'a pas dit qu'ils avaient été tués par balle. Il ne m'a pas dit comment ni rien. Je me souviens juste qu'il m'a dit qu'ils étaient morts et que j'ai lâché le téléphone. Et mon mari était là. J'essayais de comprendre ce qu'Alex m'avait dit, tandis que mon mari me demandait ce qui se passait. Il a décroché le téléphone, puis je l'ai pris et Alex a parlé. B, ils sont partis et il pleurait. J'ai dit que je m'habillais, j'ai dit que j'arrivais tout de suite. Où es-tu? Il a dit. Je suis dans la maison de maman et papa à Almeida. J'ai dit que j'arrivais tout de suite. Et moi, j'ai raccroché, j'ai fini de m'habiller. Et tu sais, en vitesse, je suis montée dans mon camion. Et je suis allée à Almeida pour le retrouver. Et Buster était là quand je suis arrivée, ainsi que sa petite amie Brooklyn à Almeida. C'était Le trajet de chez moi à Almeida est rapide, mais j'avais l'impression que le temps passait au ralenti. Peu importe. Le temps passait vraiment, vraiment lentement dans ma tête. Mais je me souviens être montée dans mon camion et avoir éteint la radio tout de suite parce que je ne voulais vraiment pas entendre quoi que ce soit à la radio en conduisant. Et puis plus tard, tu sais, je ne voulais rien, aucune chanson qui puisse me rappeler ce moment précis, tu vois. Et je voulais comprendre ce qui se passait parce que dans ma tête, je ne savais pas ce qui s'était passé. Tout ce que je savais, c'est qu'ils étaient morts et je ne sais pas moi. J'avais l'impression que le temps traînait, mais mon cœur battait fort. J'avais l'impression que mon cœur allait sortir de ma poitrine car je voulais y aller. Et c'est comme du désespoir. Tu ne sais pas. Oui. C'était comme toutes sortes de sentiments qui se mélangeaient, tu sais, des montagnes russes émotionnelles, comme je le décris, parce que tu ne sais pas comment te sentir, toi. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas ce qui se passait. Je savais juste que je devais y aller pour voir ce que je pouvais faire. Alec Murdoch, tu sais, il fait appel de la condamnation. Il n'a jamais cessé de dire qu'il n'a pas tué Paul et Maggie. Qu'est-ce que tu en penses? Je veux dire, est-ce que tu as des doutes? Tu en as? Qu'en penses-tu? Je n'ai plus aucun doute. J'en avais au début que je ne voulais pas y croire, mais avec le temps et quand j'ai commencé, je n'ai pas regardé son témoignage en direct. Je ne l'ai pas fait. Je ne voulais pas voir. Je n'aimais vraiment pas que les gens se moquent du fait que, oh, vous savez, il avait de la morve qui sortait de son nez et qu'il ne pleurait pas vraiment. Et moi non plus.
Pour moi, ce n'est pas amusant et pour moi, ça ne l'est tout simplement pas. C'est être dans le jugement et je ne voulais pas faire ça. Pour moi, ce n'est pas un sujet de plaisanterie et ça ne l'est pas. Je ne suis pas rancunière et j'ai juste l'impression qu'il y a eu des moments où je ne pense pas que j'aurais pu gérer ça. Et c'est difficile pour moi de le regarder dans cette situation quand il est assis à la barre. Mais même maintenant, parce que je ne connais plus la personne qui est là. Ce n'est plus la même personne que celle que j'admirais, à qui que je respectais. Beaucoup de choses changent, mais sur le moment, tu ne t'en rends pas compte, ni ne ressens tout cela. Tu te sens toujours mal, tu sais, pour lui, mais je sais. Au fond, je sais qu'il ne le fera jamais. Il ne l'admettra jamais. Il emportera ça dans sa tombe. Il trouvera toujours quelqu'un d'autre à blâmer pour ça. Est-ce que Maggie t'avait déjà parlé de difficultés financières, d'Alex, de consommation de drogue ou de ce genre de choses? Elle n'avait absolument aucune connaissance concernant les finances. Quand tante Maggie avait son compte d'où elle payait les factures, là, la situation financière qui se passait, c'est parce que l'entrepreneur qu'ils avaient engagé, Maggie, je crois que la façon dont ça fonctionnait, c'était il engageait des sous-traitants pour venir soit à Edisto, soit à Moselle et ses entrepreneurs, ce qu'ils voulaient. Ce que Maggie devait faire, c'était compter le nombre d'entrepreneurs présents sur place, à quelle heure ils arrivaient, à quelle heure ils partaient, à quelle heure, quel travail ils faisaient. Et puis, à la fin de la semaine, elle devait payer cette société de sous-traitance, séparément de l'entrepreneur principal. Et c'était le cas? C'était déroutant pour elle car il y avait des entrepreneurs chez Moselle et chez Edisto. Donc c'est là que les finances, vous savez, elle payait des factures à partir de ce compte et payait aussi les entrepreneurs. Mais Alex n'a jamais mentionné avoir eu de problème. Il disait, selon Maggie, qu'il le ferait. Eh bien, si je manque d'argent, Alex, il suffit que je le dise à Alex et il déposera l'argent sur le compte. Et c'est comme ça. Je m'en souviens toujours ainsi, que ce soit pour payer des factures ou en cas d'imprévu. Elle disait « Alec, mets de l'argent sur mon compte » et il le faisait. Donc elle n'était pas au courant, peu importe comment il faisait les choses. En ce qui me concerne, il n'a jamais eu de problème avec ça, tu sais, avec ça. Et elle n'était au courant d'aucune difficulté financière. Sa seule inquiétude était le procès qui approchait. Et eh bien, la requête en injonction qui devait avoir lieu ce jeudi-là, c'était ça qui la préoccupait. À part ça, ce n'était pas... Je suppose qu'elle essayait de comprendre comment cela allait être présenté au tribunal et ce qui allait se passer, quelles allaient être les conséquences de ce procès. Mais c'était sa préoccupation, pas parce qu'elle savait autre chose. Elle aurait tout abandonné, tu sais, pour arranger les choses. Elle savait que ça ne ramènerait pas Mallory. Mais elle l'aurait fait. Tu sais, elle aurait fait ce qu'elle devait faire si ça n'avait tenu qu'à elle. Après le procès, je me souviens qu'il y a eu cette interview qui a refait surface avec une soi-disant manucure disant que Maggie voulait quitter Alec. Est-ce qu'elle t'a déjà dit quelque chose comme ça? Non, durant la période où les gens disent qu'elle cherchait un avocat spécialisé en divorce. Avec sa mère et sa sœur, elle était à Key West. Donc c'était faux. Elle fêtait l'anniversaire de sa mère, donc c'était totalement faux. Et je crois que c'était une blague récurrente à la maison que Maggie allait divorcer. Je l'ai répété plusieurs fois. Maggie plaisantait souvent et disait chaque fois qu'il y avait une confusion ou quelque chose qui se passait, ou qu'elle avait simplement l'impression qu'on s'en prenait à elle. Elle disait « Je vais divorcer de ton père pour épouser Tom Brady ». Et c'était une blague récurrente. Et je pense vraiment que peut-être quelqu'un a pu l'entendre dire « Je vais divorcer d'Alex ». Ils n'ont pas entendu toute la conversation. Je pense que c'est ainsi que la rumeur a commencé. Quelqu'un l'a entendu par hasard et puis ça s'est propagé à partir de là.
Mais il n'y a jamais eu la moindre indication qu'ils allaient divorcer. Il n'y a jamais eu la moindre indication qu'il y avait des problèmes dans leur mariage. Rien, rien du tout. Je sais que tu as encore Booba. Oui, c'est vrai. Et Booba était, tu sais, le chien préféré de Maggie. Mais Booba a aussi joué un rôle tellement important dans ce procès. Je veux dire Booba et Paul, mais Booba a vraiment fait exploser l'histoire d'Alec Murdoch, son alibi avec cette vidéo. Alors, parle-moi un peu de ce que ça représente pour toi d'avoir Booba. Tu sais, quand j'ai eu Booba pour la première fois, quand je l'ai emmené avec moi, l'idée ne m'a jamais traversé l'esprit. Je voulais juste m'assurer que si personne d'autre ne voulait de lui, je suppose. Buster avait téléphoné et quand il m'a appelé, il a dit « Personne n'accepte de le prendre ». Je ne sais pas qui il a appelé. Il a demandé « Tu le prendrais ?» J'ai répondu « Bien sûr ». J'ai dit « Quand puis-je le prendre ?» Parce que j'ai eu beaucoup de mal à le laisser au chenil quand je suis partie ce jour-là. Comme je l'ai dit, quand il m'a appelé et dit ça, j'ai demandé « Puis-je aller le chercher tout de suite ?» Et il m'a répondu « Oui, madame. » Alors je suis allée le chercher. Je n'ai jamais... Même à ce jour, et je dis nous, mon mari et moi, nous commençons tout juste à réaliser l'impact qu'il a eu et à quel point il est vraiment populaire. Jusqu'à récemment, parce qu'on n'y pense pas vraiment. Vous savez, vous marchez avec lui, vous lui parlez, vous savez. Il joue ses petits rôles, vient s'allonger, et s'il veut de l'attention, il posera sa grosse patte sur vous. Et on n'y a pas vraiment pensé avant que ça commence. Oh, Booba, je crois que c'est après le procès que c'est arrivé. Quand on s'est rendu compte, vous savez, qu'il était célèbre. Mais il est juste, il est pourri. Il était pourri avant que je le ramène chez moi, et il est toujours pourri maintenant. Alors il exige son attention, et il veut son attention. Il veut qu'on le chouchoute. Et tu vois... Mais je suis très reconnaissante. Je l'ai eu et que Buster ait pensé à moi pour le prendre. Et il m'a vraiment beaucoup aidé à m'aider à comprendre ce qui se passe. Et je pense que je ne sais pas, mais je pense que les animaux le sentent aussi. Mais je pense que le sentiment est réciproque entre lui et moi. Donc c'est vraiment une bénédiction de l'avoir chez moi. Et je serai toujours reconnaissante envers Buster de m'avoir choisi et de m'avoir demandé de le prendre. Ça m'a énormément aidé personnellement. Eh bien, Blanca est là. Avant que je termine, y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire et que je n'ai pas abordé? Et je veux juste que les gens comprennent que lorsque vous dites des choses méchantes sur Maggie et Paul, réfléchissez à la façon dont vous dites ces choses. Même si vous n'êtes pas d'accord avec leur façon d'éduquer ou avec son arrogance, parce qu'il était un peu arrogant, Paul l'était. Soyez réfléchis et respectueuse envers ses parents, vous savez, la famille. Ils sont encore en train de digérer tout ça. Et sois juste un peu, tu sais, un peu plus réfléchi. Réfléchis avant de dire des choses méchantes parce que... alors, je ne pense pas, enfin, ça ne fera peut-être aucune différence. Les gens auront toujours leur opinion, mais il y en a quelques-uns qui écouteront vraiment. Pense à sa famille, pense à son fils. Ils ne méritent pas d'entendre des choses méchantes. Tu sais, ils ne sont plus là pour se défendre et je veux juste un peu plus de respect à leur égard. Peu importe ce qu'ils pensent d'Alex, c'est une chose. Mais tu sais, soyez respectueux. Ce sont vraiment de bonnes personnes. Elles sont très humbles et je pense qu'elles méritent ce respect.
C'est tout ce que je demande. Je demande juste du respect pour la famille, avant de parler et de dire des choses négatives ou méchantes sur eux. Blanca Simpson, le livre est excellent. Merci pour votre temps. Merci beaucoup. Dans la maison de Murdoch, écrit par Blanca Simpson et son amie Marie-Françoise Weaver, est maintenant en vente sur Amazon. Allez voir ça, c'est une excellente lecture. Et c'est tout pour cet épisode de Crime Fix. Je veux dire, Angenette Lévy, merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous retrouve ici la prochaine fois.